create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour tout le monde, très contente de vous accueillir à la semaine numérique Montréal Connect. Alors aujourd'hui, on a aussi le Forum francophone de l'intelligence artificielle qui est présenté par le Fonds de la francophonie pour les infrastructures en Afrique. Et j'inviterai sur scène pour vous dire un petit mot Monsieur Éric Adja de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle et Monsieur Destiny Chewali, je m'excuse, Chewali, de la chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophone, à nous adresser un petit mot. Merci. Je suis désolée. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de l'Agence pour la formation et la recherche en intelligence artificielle, AFRIA, je souhaite d'abord remercier l'équipe du Printemps numérique qui a bien voulu associer l'AFRIA à cette belle édition de MTL Connect. Je salue particulièrement les membres du bureau de l'AFRIA qui ont pu faire le déplacement, notamment l'un de nos vice-présidents, Mohamed Zoglami, Philippe Nadeau aussi, vice-président, et surtout à mes côtés, le président de notre conseil scientifique, Destiny Chewali, mais qui a une autre casquette, puisqu'il en a plusieurs, comme vous le savez. Et l'AFRIA, en réalité, se réjouit de cette 4e édition montréalaise parce que nous avons le projet de nous installer à Montréal. Donc pour nous, c'est un signal fort de cette intention de contribuer à faire de Montréal la capitale francophone de la souveraineté numérique, de la souveraineté en matière d'IA. Et cette ambition, nous la partageons aussi avec Montréal International qui nous accompagne dans le projet d'installation ici même. Nous partageons cette ambition aussi avec l'UQAM et bien d'autres partenaires, dont la chaire que Destiny co-dirige et au nom de laquelle il va s'exprimer tout à l'heure. Pour nous, c'est vraiment aujourd'hui le signe qu'en matière de francophonie, en matière de francophonie numérique, le Sud comme le Nord doivent se donner la main pour porter un message de solidarité et de partage, parce que l'IA n'est pas qu'un enjeu technologique, c'est aussi un enjeu de coopération, un enjeu de diplomatie numérique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé cette agence, c'est vraiment de contribuer à la coopération en matière d'intelligence artificielle. C'est pourquoi je me réjouis de passer le micro à Destiny pour aller plus loin. Je vous remercie. Merci, cher Éric. Bonjour à toutes et à tous. Et au nom de la chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophone, je suis profondément honoré de vous accueillir à cette 4e édition du Forum francophone de l'intelligence artificielle, organisée dans ce cadre exceptionnel des MTL Connect 2025.
Disons que l'idée de faire tenir une édition d'un forum francophone sur l'IA à Montréal avait germé depuis 3-4 années et mûrissait, faisait son chemin. On tenait à ce que cette édition montréalaise puisse justement être un moment majeur dans le tournant numérique que connaît la francophonie. Et c'était d'ailleurs, pour l'anecdote, lors du sommet sur l'action pour l'IA à Paris en février dernier, qu'une rencontre à trois avec Eric, moi-même et notre cher Mehdi, on a pu donc concrétiser cette idée de pouvoir loger le forum dans le cadre de cette édition de MTL Connect. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis de la francophonie numérique, vous le savez, nous sommes dans un moment historique. Historique parce que l'intelligence artificielle façonne désormais nos vies, nos sociétés, nos cultures, nos démocraties. Et c'est aussi un moment où nous devons collectivement nous poser cette question fondamentale. Quel avenir l'IA réserve aux 350 millions de locuteurs francophones du monde? Et aujourd'hui, la réalité, elle est vraiment brutale. Plus de 90% des modèles d'IA sont centrés sur des corpus anglophones. Les algorithmes de recommandation parfois marginalisent nos contenus culturels et les IA génératives produisent parfois un français approximatif et appauvrit en passant des fois nos expressions. Et nos langues partenaires, on parle du créole, du wolof, du lingala, du fon, du bambara, sont tout simplement de plus en plus invisibilisées dans cet écosystème de l'IA mondial. Cette marginalisation, vous le savez, n'est pas un enjeu que linguistique. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de définir justement les contours d'un certain nombre de défis que nous sommes appelés à relever collectivement. Et on va parler de découvrabilité, on va parler de gouvernance des données, on va parler des différentes applications sectorielles de l'IA. Et nous sommes là pour bâtir ensemble cette feuille de route d'une IA souveraine, francophone, inclusive et éthique. Et donc, nous vous remercions une fois encore pour votre présence. Nous vous souhaitons évidemment un excellent forum et vous invitons à participer activement parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie infiniment. Alors, nous pouvons tout de suite débuter avec le premier panel sous le thème « Intelligence artificielle et souveraineté numérique, un modèle francophone est-il possible ?» J'inviterai la modératrice Sana Ifak de SIA Act, Eric Adja, qui est déjà sur scène d'Afria, Philippe Nadeau de DJ Hub Shawinigan, Gérard Pelletier de Data Franca et Rokhaya Solange de Festic. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous. C'est un très beau panel. Enfin, ça va être 4 très beaux panels. Non, je plaisante. Alors, j'ai aujourd'hui, pour ce premier panel, 4 convives. Donc, on va ouvrir un moment fort, comme vous l'avez dit précédemment, celui de la francophonie qui pense technologie avec audace, humanité et souveraineté, dans un monde où l'intelligence artificielle n'est pas uniquement un anglicisme, mais qui, avec sa vitesse vertigineuse, nous amène aujourd'hui à échanger tous les 5. Donc c'est un moment qui va être convivial, qui va vous permettre aussi à toutes et à tous de passer un bon moment. Et donc nous allons tout d'abord aborder ce thème principal qui est l'IA et la souveraineté numérique. Un modèle francophone est-il possible ? Je vais me permettre de jouer les féministes et de laisser la parole à Madame en premier lieu. Donc, je vais vous présenter Madame Rokhaya Solange Mbegendir, présidente du Festic, venant du Sénégal, qui a à cœur de prôner l'inclusion, notamment pour les femmes, les jeunes filles. Donc, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous dans un premier temps ? Et puis après, nous passerons à des questions un peu plus élaborées sur le panel. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Rokhaya Solange Mbegendir. Je suis la présidente de l'Association des femmes sénégalaises dans le numérique qui va bientôt fêter ses 10 ans.
Tout simplement pour un constat très simple, et je pense que c'est un point qui a été abordé depuis ce matin. Il n'y a pas encore assez de femmes dans ce secteur du numérique, dans le secteur du digital, dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a 10 ans, nous étions un petit groupe de femmes et nous avons décidé de créer cette association avec plusieurs axes. Le premier, c'est le plaidoyer, parce qu'il est important qu'il y ait plus de femmes à la table où se prennent les décisions. On est en train de vivre une évolution. J'aime beaucoup ce terme, évolution plutôt que révolution. Donc, nous sommes une partie prenante, intégrante de cette évolution-là en tant que femme. Également, la formation, l'acculturation, il faut le dire, on est tombé dedans sans vraiment avoir eu les prérequis. Et il était important qu'on puisse accompagner les femmes africaines à être formées, à avoir de l'acculturation au numérique et au digital pour mieux l'utiliser, se l'approprier et être des actrices à part entière de cette évolution dans laquelle nous sommes actuellement. Et un élément fondamental qui justifie un peu notre présence ici, c'est la partie networking, échange, partage. On a comme ambition de créer un pont entre justement l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Et donc, on est ravis d'être ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais, du coup, étant donné que vous avez le micro, vous donner la parole. Donc, monsieur docteur Eric Adja, président donc, de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, même si vous avez inauguré donc, cette scène, pourriez-vous vous présenter en quelques minutes et parler de votre parcours ? Merci. Alors, je préside actuellement l'AFRIA depuis 5 ans et auparavant, j'étais directeur du numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, au siège de l'OIF à Paris, et après directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest à Lomé. Et auparavant, j'ai travaillé comme conseiller de l'ancien président de la République du Bénin. Et actuellement, j'enseigne la communication et l'IA à l'université de Cotonou au Bénin. Merci. Je vais vous inviter à passer le micro. Donc, Monsieur Philippe Nadeau. Bonjour. Enchanté, directeur général du DigiHub Shawinigan au Québec. Oui. Donc, c'est à vous. Directeur général du DigiHub à Shawinigan, effectivement. Premier pôle canadien en intelligence artificielle, quantique, chaîne de blocs et jumeaux numériques, on peut le dire. Et donc... on ne va pas rentrer dans le vif du sujet, là, mais pour nous, évidemment, la francophonie, on y tient beaucoup. N'oublions pas que le Québec est une petite île entourée d'anglophones qui a tendance à être pas mal bousculée. Donc, en plus, le DigiHub, nous sommes en région du Québec, donc on comprend ce que peut être l'éloignement des grands centres technologiques. Et donc, on en parlera peut-être un peu plus tard, là, mais on expliquera comment on a réussi, je dirais, à avoir un socle technologique intéressant et important dans une région éloignée du Québec. Merci. Monsieur Gérard Pelletier, président-directeur général de Data Franca, qui a un joli stand d'ailleurs, si vous voulez aller visiter ses équipes. À vous la parole. Merci. Alors, Data Franca est une organisation sans but lucratif. Nous sommes financés par le Fonds de recherche du Québec. Ce projet est une initiative non pas privée, ni personnelle, mais appuyée très clairement par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Nous éditons des livres scientifiques en français en collaboration avec les universités québécoises. Alors, nous avons lancé déjà les 101 mots. En fait, il y a 212 termes et concepts dans le livre. En intelligence artificielle, vous pourrez le voir à notre kiosque. Nous avons lancé avec McGill et Laval les 101 mots de la photonique et nous avons, qui sort des presses, les 101 mots de la quantique avec l'Institut quantique de Sherbrooke. Alors nous avons, comme tout le monde, une préoccupation pour le français en sciences. Voilà. Parfait. Je vais vous inviter à garder le micro et je vais vous poser la question suivante, puisque nous sommes au Canada. Quelle est votre vision en matière de souveraineté numérique et de développement de l'intelligence artificielle et quels sont les chantiers qui sont en cours au Canada ? Bon, alors quand on parle de souveraineté numérique, il faut parler sans aller très longuement dans le droit. C'est une entité, c'est une volonté juridique
C'est d'abord et avant tout une volonté juridique. Et quand on parle de souveraineté, naturellement, il faut des outils. C'est très humblement ce que nous faisons chez Data Franca. Nous fournissons des termes en français dans les secteurs scientifiques de pointe. L'intelligence artificielle, le quantique, et bientôt, nous allons publier, dans quelques mois, la cybersécurité. Ce qui m'apparaît fondamental, et je ne vais pas prendre trop de temps pour laisser à mes collègues, mais ce qui nous apparaît, comme j'ai une formation de MBA, ce qui m'apparaît absolument fondamental et ce dont on ne parle pas assez quand on parle de souveraineté numérique, c'est les questions de fiscalité. L'État est le seul qui peut poser des taxes. Il peut déléguer aux villes, aux différents départements, ça dépend des pays, peu importe, mais l'État peut développer des taxes, une taxation. Et à l'heure actuelle, le problème fondamental, c'est que les grandes sociétés technologiques s'enrichissent avec l'Afrique, avec le Québec, avec le Canada, partout, sans payer aucune taxe. Alors, je laisse la parole. Alors, je vais me permettre de rebondir avec M. Adja par rapport à ce que vient de dire M. Pelletier. À l'heure où l'IA devient une infrastructure mondiale structurante, comment la francophonie peut-elle peser face au modèle technologique dominant? Est-ce que c'est typiquement ce que la fiscalité, par exemple, peut être un élément différenciant? Est-ce que l'humain, qu'est-ce qui pourrait, pour vous, faire que la francophonie ne se fasse pas absorber par nos amis les GAFAM et l'anglicisme en général? Merci. Pour ce qui concerne la FRIA en général et pour moi en particulier, c'est la souveraineté, pour moi, se résume en un mot, celui de la coopération. Vous savez, le projet, même francophone, on l'oublie souvent, est né sur les terres africaines. Dans les années 70, au Niger, à Niamey, 4 chefs d'État, notamment Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, qui accueillait ses homologues, notamment Norodom Sihanouk du Cambodge et Habib Bourguiba de la Tunisie. Quel était le propos? Il s'agissait justement, 10 ans après l'indépendance, de voir comment ces pays qui venaient fraîchement d'avoir leur souveraineté, le mot déjà était pertinent, leur souveraineté politique, comment tenir bon dans ce contexte par rapport justement à la multiplicité de langues. Et là, la langue française a été retenue comme langue justement de collaboration, langue de construction d'un projet de solidarité. Et de là est née l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, le 20 mars 1970. C'est pourquoi le 20 mars, ça c'est une parenthèse, est la journée de la francophonie. Et de l'ACCT est née donc ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie institutionnelle, l'OIF. Donc déjà, même dans l'ADN de la francophonie, il y avait l'idée de coopération. Et cette coopération culturelle et technique qui est dans l'histoire de la francophonie, à mon avis, est encore valable aujourd'hui. C'est à travers la coopération, à travers la diplomatie multilatérale que les pays francophones pourraient, bien sûr, mutandistes, avec d'autres facteurs tels économiques et autres, tenir bon face à une IA ou enfin une tendance globalisante qui pourrait justement être un frein à ce qu'on appelle l'expression de diversité culturelle et linguistique. Donc, il y a beaucoup de facteurs pour cette souveraineté, mais l'un de ceux sur lesquels la FRIA travaille, c'est vraiment de construire des réseaux d'experts, des réseaux de femmes, des réseaux de jeunes, surtout des réseaux de gouvernement aussi, des réseaux d'État, parce que c'est à travers, d'après nous, le multilatéralisme que nous pouvons tenir bon ensemble, se souder, se tenir, comme on dit, tenir la cordée pour faire en sorte que l'IA ne fragilise pas les équilibres, mais contribue justement à construire les grands ensembles. Et la francophonie a un rôle à jouer en étant un espace de solidarité et de partage entre le Nord et le Sud. Très bien. Monsieur Nadeau, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a la notion de coopération, du travailler ensemble, ça j'en doute pas, mais les pays francophones, qu'ils soient en Europe, en Afrique, au Québec ou ailleurs, dépendent aujourd'hui à plus de 90% d'infrastructures cloud, notamment américaines, hein, donc dirigées par ou chinois d'ailleurs. Face à cette dépendance structurelle,
pour vous, quelles seraient les conditions concrètes pour pouvoir être un peu plus indépendant, voire agnostique? Comment, au niveau de votre organisation, ce genre de choses peut être développé ou travaillé? Alors, c'est une bonne question. Merci. Et je dirais très clairement, puis je le répète à qui veut l'entendre comme un mantra, là, mais il ne peut pas y avoir d'IA souveraine sans puissance de calcul souveraine. Donc déjà, à la base, ça ne marche pas de l'autre côté. Donc, nous, au DigiHub, évidemment, dans pas un souci, mais dans une dynamique de francophonie, on a mis en place des GPU, donc vous savez, ces cartes graphiques qui tournent très vite, qui permettent de faire apprentissage profond de grands modèles de langage. Et on travaille aussi avec Candela, donc fabricant d'ordinateurs quantiques photoniques, créé par Alain Aspect, prix de Nobel de physique en 2022. Et l'idée derrière ça, évidemment, c'est pas au DigiHub à Shawinigan, ville de 52 000 habitants, qu'on va installer 200 000 GPU pour avoir un modèle de langage souverain. Donc, on est en train de regarder comment, avec des plus petits dispositifs, connecter un ordinateur quantique, comment est-ce qu'on peut, je dirais, arriver à faire mieux, mais surtout avoir, je dirais, une IA frugale aussi, parce que on comprend bien que tous ces 200 000 GPU, là, c'est très consommateur d'eau, d'électricité. Et donc, il faut trouver une autre solution. Donc, aujourd'hui, au DigiHub, on développe avec nos startups des IA frugales, je le répète, souveraines, déconnectées, qui pourraient permettre, je dirais, à être implantées dans des pays africains, par exemple, sur des territoires qui ne sont pas connectés par Monsieur Musk encore. Donc, mais tout ça pour dire que non, on ne peut pas continuer, je dirais, à tout miser là sur une IA McDonald's, comme je l'appelle. Cette IA, vous savez, vous êtes connecté à OpenAI, Anthropic, Mistral ou à bien d'autres, et puis finalement vous vous retrouvez à converser avec une IA qui est très uniformisée. Donc évidemment, comme on le disait, il n'y a pas les particularités du pays dans lequel on évolue. Cette IA perd beaucoup des repères, et puis donc nous c'est pas ça qu'on veut. On veut très clairement, et puis on a mis en place notre dispositif qui est fonctionnel, on a une expertise, et puis aujourd'hui l'idée c'est de travailler avec les pays au travers de l'Afria, travailler avec des pays africains et dans la francophonie ailleurs pour leur permettre d'atteindre cette souveraineté numérique, et puis de ce côté-là d'avoir le socle pour bâtir après des IA qui leur ressemblent. Parce que je pense que demain, M. Trump peut se lever mal luné, là, sortir du lit, et puis dire tiens, on va couper Anthropic, on va couper OpenAI aux Canadiens, et puis qui se débrouillent. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur, il faut commencer déjà à mettre en place une logistique des dispositifs, et puis c'est ça qu'on a déployé avec mes collègues, qui sont d'ailleurs ici dans la salle au DigiHub. Merci beaucoup. Madame la Présidente, ça va être 2 questions en une. Dans ces modèles de coopération nord-sud, sud-sud, et pour permettre ces coopérations, j'ai envie de dire, sur ces technologies, je pense que vous êtes bien placé, et je tiens encore à saluer votre engagement pour ce que vous faites. Quel rôle les femmes et les jeunes et les communautés isolées, géographiquement j'entends, peuvent-elles jouer, quel rôle peuvent-elles jouer dans la construction justement d'un numérique souverain, inclusif, équitable et surtout de transmission? Alors, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de données, on parle beaucoup de contenu. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un déficit de contenu et de données en Afrique. Donc, une de nos missions, c'est d'abord de former les femmes, de leur faire comprendre de manière très simple c'est quoi l'intelligence artificielle. Ce sont des termes qu'on entend, mais malheureusement qui semblent très scientifiques. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de le faire comprendre de manière très pédagogique. Très souvent, vous allez voir des femmes en zone rurale qui vont utiliser l'intelligence artificielle sans savoir qu'elles sont en train d'utiliser de l'intelligence artificielle. Donc, la première étape, c'est de leur faire comprendre qu'elles utilisent déjà de l'IA, même si elles ne savent pas que c'est de l'IA. Première chose. Une fois qu'on leur fait comprendre
qu'elles utilisent de l'IA, c'est comment elles peuvent contribuer elles-mêmes, avec un smartphone, à créer du contenu. Et ça, c'est de manière très pédagogique. C'est quelque chose qu'on arrive à faire avec du contenu local, en langue locale, parce qu'on a quand même encore un pourcentage assez élevé de la population qui est analphabète, qui est sur des langues locales, mais ça enrichit énormément ces données dont on a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, à travers des programmes qu'on a sur de l'acculturation, sur de la formation à l'IA, sur l'ensemble du territoire, on arrive à monter en compétence des femmes qui deviennent elles-mêmes des actrices, des créatrices de contenu, qui après vont venir alimenter cette intelligence artificielle-là. On a commencé un cycle de formation sur l'IA depuis 1 an, et j'étais vraiment très contente de voir le livre de M. Pelletier ce matin. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de passer à une étape supplémentaire. 80% des termes qu'on utilise sur les formations en IA sont en anglais. Et jusqu'ici, je n'arrivais pas à les traduire. Donc merci. Ça va nous permettre d'avoir un nouveau narratif, de ne plus utiliser des termes en anglais. Mais sur les prochaines formations, alors je pense qu'il y a deep learning, énormément de termes que vous avez mis, tous les termes. Et donc aujourd'hui, typiquement, sur les contenus de formation qu'on a, on va pouvoir traduire tous ces termes anglais qu'on utilisait sans trop souvent connaître le sens, pour aller justement vers une nouvelle étape et donner plus d'informations sur l'intelligence artificielle. Très bien. Monsieur Pelletier, j'allais vous donner la parole. Très bonne transition. Donc je vous laisse faire. Parce que je veux parler de coopération. Nous, chez Data Franca, nous sommes allés au Bénin 2 fois faire de la formation avec les hauts fonctionnaires. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai formé 800 étudiants et professeurs dans 3 universités. Je suis allé en Algérie, à distance au Liban. Et quand on parle de coopération avec l'Afrique, pour le prochain livre sur la cybersécurité, nous avons un partenaire au Bénin qui a une petite entreprise, à la fois au Bénin et en France. Et écoutez, on va leur céder tout le contenu. On travaille ensemble ils vont travailler, naturellement, ils vont travailler. S'ils veulent avoir quelque chose, il faut qu'ils travaillent. Et comme ils sont dans ce secteur-là, on leur a envoyé 300 termes. On leur dit, écoute, est-ce que les définitions que nous avons vous conviennent? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose au Bénin, en Afrique, au Québec et en France. Alors ça, c'est un exemple de coopération concrète avec le Bénin. Et comme j'ai dit au Sénégal, je suis toujours ouvert. Je vous laisse garder le micro, M. Pelletier. J'ai une question par rapport à la jeunesse, enfin même des personnes, on va dire, de 40, 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une résistance, justement, à la notion de francophonie et de français dans l'utilisation des mots qui sont liés au numérique? Est-ce que vous ne rencontrez pas des gens qui disent « Oh non, mais c'est plus friendly » entre guillemets. J'étais à Paris il y a 2 semaines, et dans un salon, ça s'appelle, comme c'est à Paris, ça s'appelle Big Data. Et le premier kiosque où je suis allé pour montrer mon livre sur l'intelligence artificielle, « Sorry, I don't speak French ». Alors j'ai dit « Do you know we were in Paris ?» Elle venait d'Hollande. Bon. Mais alors, en France, il y a une résistance complète, généralisée, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Heureusement que les Africains sont là, avec les Québécois, parce que sinon, on disparaîtrait. Alors, je crois qu'il faut bâtir, et cette expérience est tout à fait exceptionnelle, parce que je suis très heureux de vous rencontrer et très heureux de pouvoir parler de ce que nous faisons, parce que très humblement, c'est tout petit, mais c'est important pour tout le monde, pour le Québec et pour la francophonie. Très bien. Monsieur Nadeau, vous avez évoqué tout à l'heure donc une résistance forte justement aux GAFAM dans les actions que vous menez. Avez-vous déjà mis en place des coopérations avec l'Afrique sur ce sujet de l'intelligence artificielle dite francophone, ou est-ce que vous prévoyez d'y aller? Quelles sont vos ambitions sur ce sujet? On travaille déjà avec la FRIA, évidemment, là, pour établir des partenariats éclairés avec certains pays africains qui comprennent un petit peu les enjeux et puis qui veulent avoir d'autres options sur la table. Donc évidemment, il y a des discussions qui sont plus avancées que d'autres, mais dans tous les cas,
ils auront très clairement tout notre soutien, à la fois soutien l'expertise des gens qui sont dans notre écosystème, et puis encore une fois, la logistique, la puissance de calcul, les modèles de langage qui sont développés par nos startups et qui vont, je pense, contribuer. Alors, on entend toutes choses on entend tout plein de choses. Je vais arriver à le dire. Beaucoup, les IA aujourd'hui ne sont pas tout à fait fiables, mais on arrive quand même à développer des IA qui sont au niveau réglementaire, qui respectent un petit peu, pour lesquels on a une grande confiance. Et donc je pense que, évidemment, c'est ce que recherchent peut-être certains pays africains au niveau ministériel, entre autres, d'avoir des IA fiables sur lesquels, que ce soit tous les sujets là, à mener, je dirais, tout ce qui est juridique. Là, je crois qu'on travaille beaucoup avec les notaires du Québec, ici, au Québec. Et donc, les hallucinations, je ne dirais pas que c'est des choses du passé, mais en tout cas, nous, on travaille pour avoir des modèles qui soient fiables. Et puis, je pense que des petits modèles, en plus, qui ne sont pas nécessairement gourmands, et comme je le disais tout à l'heure, qui soient déconnectés de l'Internet. Donc, beaucoup de choses intéressantes qui, de prime abord, intéressent certains pays africains qui n'ont pas la chance, je dirais, d'avoir toujours du financement pour ce type de matériel. Donc, pour nous, le Québec, le DigiHub, Shawinigan, en tout cas, on est très connecté avec la francophonie. Et puis, encore une fois, nous sommes heureux de participer à cet élan-là pour garder cette francophonie vivante et surtout une francophonie du numérique. Monsieur Adjar, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Nadeau, sur les pistes de collaboration justement qui ont été mises en place en Afrique sur une IA souveraine et francophone? Est-ce que vous avez des exemples tangibles des pays qui sont déjà très avancés ou qui ont besoin peut-être d'intervenants ici ou d'investisseurs qui pourraient se joindre à l'organisation pour faire développer cette IA francophone? Oui, tout à fait. Je citerai l'exemple de la Guinée. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Guinée devait d'ailleurs participer à ce forum. Bon, pour des questions de visa, il n'a pas pu se joindre. Mais la Guinée a donné son feu vert justement pour signer un accord avec le DigiHub de Shawinigan, qui est l'un des partenaires de l'AFRIA. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les universitaires guinéens puissent bénéficier de cette technologie. Et il est prévu d'ailleurs que les discussions se poursuivent pour que dans les semaines à venir, que cet accord soit signé pour qu'une phase pilote se mette en place. Au-delà de la Guinée, le Bénin aussi a donné son accord, ainsi que la Mauritanie. Donc 3 pays pilotes qui seraient d'accord d'expérimenter ce programme lié donc à une IA verte et frugale. Et nous, on a été vraiment convaincus de ce produit, de ce projet de DigiHub, et à telle enseigne qu'on a parlé même d'un projet Généria Afrique pour faire en sorte que les milieux universitaires africains puissent bénéficier de la puissance de calcul qui est offerte par ce projet. Parce qu'au-delà de cela, il y a un mythe des data centers. On croit qu'il faut créer de grands data centers en Afrique, mais en réalité, on se rend compte que les pays ont besoin de data centers à taille humaine, vu que, justement, comme d'ailleurs il a été dit tout à l'heure, les données ne sont pas encore immenses. Donc, ce serait économiquement pas viable ou rentable de créer d'immenses data centers, mais avec des data centers, disons des centres de données, disons, dont la taille correspond aux besoins des pays. Et c'est là l'originalité, la valeur ajoutée de ce qui est proposé par Généria. Ce serait vraiment de pouvoir travailler avec de l'infrastructure adaptée aux besoins du pays et qui peut être justement étudiée par les universités, parce qu'il faut une appropriation locale. L'IA telle qu'elle est vécue en Afrique, justement, c'est une IA non seulement, on parle d'IA éthique et responsable, mais une IA utile aux besoins de l'agriculture, par exemple, aux besoins de l'éducation, aux besoins de la santé. Au niveau des pays africains, on ne peut pas s'offrir le luxe d'une IA gadget.
mais d'une IA qui réponde aux besoins des populations, aux besoins quotidiens. Et là, en réalité, il y a des heuristiques à mettre en place, c'est-à-dire un recueil de données qui tiennent compte de l'environnement. Et c'est à ce niveau que des projets comme celui dont parle Philippe Nadeau est utile. Mais au-delà, il y a aussi, l'AFRIA a beaucoup travaillé pour la mise en place aussi d'IA adaptée aux entreprises, au tissu entrepreneurial local. Nous avons eu un projet qui s'appelle Academia, avec justement Destiny Chewali et l'UQAM pour créer un genre de partenariat entre des PME québécoises, des PME d'ici, pour justement voir quels sont les besoins des PME africaines et réciproquement, notamment dans le domaine des musées, créer donc des systèmes qui puissent justement répondre à une certaine création de jumeaux numériques. Et voilà des projets concrets sur lesquels nous travaillons. Au-delà de cela, bien sûr, la formation. Nous avons formé près de 2000 jeunes dans le domaine, pas seulement de l'IA en général, mais dans le codage. Parce qu'avant qu'on parle d'IA générative, il y avait tout l'aspect de langage d'IA, notamment dans le langage Python, qui est le langage de base. Donc il fallait, comme nous faisons souvent la boutade, il fallait s'approprier, il fallait maîtriser le Python, qui est le langage principal. Il fallait dompter le Python de l'IA. Et nous y avons beaucoup travaillé avec plusieurs de ces jeunes qui sont formés et qui du coup sont déjà prêts pour la prochaine phase, pour les IA génératives. Et il y a une jeunesse africaine bien formée sur le continent et qui a vraiment besoin justement de partenariat, de collaboration. Et c'est là le rôle que joue l'AFRIA, de mettre en fait les écosystèmes d'entrepreneurs, de PME du Nord et du Sud en contact pour travailler sur des projets communs qui puissent donner du sens à leur environnement respectif. Merci. Je note deux choses. La notion de data center, c'est un vrai sujet. Mettre des data centers de proximité, parce qu'aujourd'hui, on est toujours sur de l'américanisme, sur la notion d'hébergement ou de cloud. Centre de données. Voilà, centre de données, voilà, data center. Je suis une vieille du data center ou du centre de données, c'est pour ça que ça va être difficile pour moi. En tout cas, et pour cloud, comme on va dire, nuage. Nuage, je crois. Ouais. L'infonuagerie. L'infonuagerie, c'est pas mal. Nuage, parfait. Donc je reviens sur le sujet des centres de données. Madame la Présidente, on parlait de formation sur le codage, sur le contenu, mais il y a aussi des métiers qui pourraient être liés à tout ce qui est gestion de la donnée. Donc typiquement, les personnes qui travaillent dans les centres de données, ou qui peuvent justement mettre en corrélation, on va dire, les besoins spécifiques de l'Afrique, le stress hydrique, l'agriculture. Donc, est-ce que vous faites la corrélation et dans les centres de données, je prends l'exemple de la France, il y a énormément, c'est quasiment que des hommes, à 95%. Est-ce que les femmes, pensez-vous qu'elles peuvent avoir un intérêt? Je vous dis ça parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, et pourtant, c'est pas ennuyeux, au contraire, c'est captivant. Alors, je travaille également à Orange, où on a mis en place une structure qui s'appelle le Orange Digital Center. Le Orange Digital Center a en son sein une école, qui est une école de code. Lorsqu'on a démarré l'école, sur une centaine d'apprenants, on avait moins de 10% de femmes. Tout simplement pourquoi? Parce que les femmes ne se sentaient pas concernées par ces métiers-là. Elles considéraient que c'est des métiers d'hommes et que dès qu'on parle de digital, de numérique, de STEM, c'est très masculin. Donc il a fallu faire de la discrimination positive et recruter essentiellement des femmes. Et on s'est rendu compte qu'il suffisait juste d'adresser ces femmes, de leur montrer. Aujourd'hui, les success stories qu'on a dans ces écoles-là sont portées par des femmes. Tout simplement parce qu'il a suffi de changer le narratif, de leur faire comprendre qu'elles étaient capables, de leur montrer que faire du Python, c'est quelque chose qui leur est accessible, et surtout de leur montrer des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui ont réussi dans ces secteurs-là. Et une fois que vous faites ça, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Elles se disent, OK, mais donc c'est possible. Donc oui, on a cette capacité-là.
Et ça fait un peu un effet boule de neige parce qu'on a de plus en plus de femmes qui créent des structures dans l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui une femme au Sénégal qui s'appelle Wedji Khan, qui a créé l'Institut des algorithmes du Sénégal, qui organise dans quelques semaines le plus grand salon de l'intelligence artificielle qui s'appelle le Saltis à Dakar, et qui porte ce flambeau-là et qui est en train de montrer la voie à toutes les autres femmes pour leur montrer que c'est possible. Donc, avoir des rôles modèles, avoir des success stories, c'est ce qui nous permettra de faire monter en compétences, c'est ce qui nous permettra de faire comprendre tout le champ des possibles et d'avoir un maximum de femmes qui vont s'investir dans ce secteur. Chers panélistes, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou à rebondir sur ce qui vient d'être dit? J'aimerais rajouter 2 choses. La première, c'est que je veux souligner l'absence de l'OIF dans ce secteur-là. Normalement, l'OIF devait jouer un rôle de bateau-phare, et ce n'est pas le cas. Moi, j'ai essayé de les rencontrer pour leur parler de ce qu'on fait, c'est très compliqué. L'autre chose, c'est qu'il faut comprendre, quand on parle de souveraineté numérique, il faudrait peut-être regarder ce que l'Allemagne et le Danemark vont faire dans 1 an, le printemps prochain. Ils ont mis de côté, ils vont mettre de côté, ils ont décidé de mettre de côté Microsoft. Et ça, ce serait possible dans n'importe quel pays, parce que là, la vraie souveraineté, elle est là. Ils vont utiliser Linux et ils vont utiliser MobileOffice, qui est un LibreOffice, qui est l'équivalent de la suite. Alors ça, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et quand on parle de souveraineté, ça prend une volonté politique très forte, par définition, pour mettre Microsoft de côté. Mais ça commence là, la souveraineté. Alors, au-delà des États et des institutions, moi, je crois beaucoup à des structures comme Printemps numérique. Je crois beaucoup en la force des associations pour connecter et créer des synergies. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le potentiel et comment on peut, au niveau de la société civile, du secteur privé, faire bouger les lignes. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de Sénégalais qui sont ici, à Montréal Connect, tout simplement suite à une rencontre que j'ai eu à faire au mois d'avril avec Mehdi et ses équipes. Et notre objectif est de doubler, de tripler cette délégation pour l'année prochaine. Et pourquoi pas d'avoir Dakar Connect pour l'année prochaine. Donc, je pense que c'est avec des initiatives comme ça qu'on va réussir à unir les forces et à pouvoir créer cette synergie francophone et à nous enrichir mutuellement de nos expériences. Donc, nous, on est vraiment convaincus que Montréal Connect, Dakar Connect, Casa Connect, c'est avec des initiatives comme ça qu'on va réussir à jouer notre partition dans cette transformation numérique. Merci. Juste rajouter que les gens sont là, la détermination est là, la volonté, la logistique, l'infrastructure. Donc nous avons tout ce qu'il faut là pour lancer notre propre souveraineté francophone. Donc n'attendons plus, arrêtons de tourner autour du pot, puis allons-y. En tout cas, au DGE, avec mon équipe, les experts, les entreprises comme Generia, une start-up qui utilise nos grands modèles de langage, nous avons tout ce qu'il faut là pour au moins amorcer un démarrage et puis vous aider là, à franchir le cap technologique pour que ces idées deviennent une réalité. Et donc, on est prêts. Nous sommes prêts aussi. C'est d'ailleurs pourquoi l'Afria s'est donné pour mission de construire des ponts. Et une des décisions de notre conseil d'administration, c'est vraiment de franchir le pont Saint-Laurent pour s'installer ici même à Montréal, pour continuer justement ce rôle de bâtisseur de ponts entre le nord et le sud, à travers justement des initiatives comme Montréal Connect, mais surtout de mise en valeur des experts. Une des marques, une des forces de l'Afria, ce sont ces experts francophones. Nous avons
grands experts, les plus grands experts francophones. Il y en a certains dans cette salle, dans le thème de la découvrabilité, par exemple. On ne peut pas en parler au niveau francophone sans parler de Destiny Chewali. On ne peut pas parler d'industrie culturelle créative sans parler de Mohamed Zoglami. Toute modestie faite, il va certainement en parler tout à l'heure dans son panel. Mais le rôle de l'AFRIA, c'est vraiment de pouvoir mettre en valeur ces talents et surtout les connecter à d'autres talents. Il y en a beaucoup en Afrique, sur le continent, et l'AFRIA a tout un réseau, justement, de points focaux dans ces pays où nous serions vraiment disposés à pouvoir les mettre en valeur par des collaborations et par, justement, cette coopération que nous appelons de tous nos voeux pour faire en sorte que experts et réseaux puissent contribuer à cette francophonie de l'IA qui mérite bien toute sa place entre une IA nord-américaine, états-unienne, une IA chinoise. Il y a la place pour une IA francophone, responsable, éthique et surtout utile aux populations. Merci. Merci. Donc la souveraineté numérique francophone, c'est un défi. Mais les forces, je sens l'énergie, la chaleur qui monte. Donc je pense qu'effectivement, c'est très important de remercier aussi les écosystèmes associatifs qui sont souvent plein de bonne volonté pour répondre à ce genre de défis et à ces enjeux. Bravo pour l'initiative AFRIA, Festic, Data Franca, pour votre hub. Toutes ces initiatives, elles sont économiques, elles sont associatives, elles sont là pour, comment dirais-je, faire coopérer les différents écosystèmes, mettre en place des passerelles nord-sud, sud-sud. Donc, c'est une formidable opportunité collective et je vous remercie, chers panélistes, d'avoir passé ce moment à nos côtés. Et effectivement, on remercie encore une fois Montréal Connect et Printemps Numérique. Je vais le dire 4 fois parce que j'anime les 4 panels. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents pour ce premier panel. Merci. On peut prendre 2 ou 3 questions. Si vous voulez, vous pouvez vous déplacer. Alors bonjour, Souad Siala, je suis l'ancienne présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne et en fait la francophonie est super importante. Sauf que il y a quelque chose, moi j'aimerais bien poser une question qui est super importante. Est-ce qu'on va toujours continuer en tant que francophone, toujours un suiveur de l'anglophone? C'est bien la traduction, c'est super, mais il est plus que temps que nous, qu'on soit des créateurs, peu importe, de solutions, de peu importe. Donc c'est très important. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est toujours en attente. Donc on s'est mis un plafond vert et on n'avance pas. Et d'ailleurs, monsieur, vous avez tout à l'heure parlé de quelqu'un qui est une personne qui est super importante, qui devait être là. Et le problème de visa, ça c'est un gros problème qui en souffre surtout pour l'Afrique. Ce n'est pas normal, malgré qu'il y ait eu des discussions dans les rencontres d'affaires, la francophonie qui s'est passée, ça fait 2 fois à Québec, dans la ville de Québec, qui rassemble plusieurs, où même le chef de délégation ne peut pas avoir de visa. Donc je pense que ce sont des choses, moi j'aimerais bien vous interpeller en tant que leader, et vous avez un pouvoir décisionnel. Comment dans l'éducation, comment dans les interventions, comment on peut aller vraiment réaffirmer la francophonie, mais surtout, il ne manque absolument rien. On ne manque pas d'intelligence, on ne manque pas de volonté, mais par contre, le système, comment il est fait, la francophonie doit prendre sa place. Quand même, on représente 20%. Il y a absolument qui est manquant. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez faire une remarque ou une réponse? Il y a beaucoup de commentaires. Ah oui. Oui. Je vous en prie. Bonjour. Vous avez parlé de définir des espaces géographiques. Il manque celui d'où je viens. C'est la Caraïbe, où on est 12 millions quand même à être francophone.
Et je voulais vous dire que je suis là et que je serais ravi d'échanger avec vous pour voir comment on peut penser des échanges et d'autres ponts qui ont déjà existé, mais pas du tout les mêmes, entre nos continents et la Caraïbe. Monsieur vient de la Martinique et il est particulièrement impliqué dans tout ce qui est culture, tradition, industrie créative. Il y a quelqu'un qui va faire un panel, qui participera à un panel tout à l'heure, qui sera intéressant de rencontrer. Merci. Alors, dernière question. Oui, bonjour. Mon nom c'est Régine Alinde, Tchombo Congo. Je suis la directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Et ça fait 27 ans ici. Et puis la présidente du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin, innovant et inclusif. Et justement, au mois de septembre, nous avons organisé la 2e édition du sommet. Et c'était sur l'intelligence artificielle pour propulser l'entrepreneuriat féminin. Et la première édition qui était en 2022, c'était sur le numérique, l'importance du numérique pour les femmes. Et beaucoup de femmes sont venues d'Afrique, et surtout particulièrement du Sénégal, parce qu'ils ont vu l'intelligence artificielle pour propulser l'entrepreneuriat féminin. Alors, ce que vous avez parlé, c'est très important parce que l'intelligence artificielle, même dans les milieux reculés, on peut l'utiliser. Ça peut augmenter la productivité et tout. Alors, ce qu'on déplore, parce que nous, le sommet mondial, c'est particulièrement pour les pays francophones. Mais l'OIF est distant, on ne parvient pas à atteindre l'OIF, même si nous avons des objectifs pour pouvoir faire avancer cette francophonie numérique, technologique en Afrique, et particulièrement pour les femmes. Et ce que vous faites, c'est très, très important, coup de chapeau, mais n'oubliez pas la donne femme. Parce qu'avec la femme, l'intelligence artificielle, nous allons autonomiser les femmes et nous allons avoir, ce que vous ne voulez pas dire, c'est l'égalité, la parité dans la création des richesses. Je vous remercie. C'était mon intervention. Merci beaucoup. Donc merci à toutes et à tous. Enfin, à toutes, il n'y en a qu'une, mais voilà. Merci d'avoir participé à ce panel et on va passer au 2e panel. Merci. On prend une petite pause. En off, vous pouvez, là, ils sont à votre disposition. Vous pouvez les interpeller. Alors, on sera de retour à 14h.